Merci. En tant que co-organisateur, je voulais nous féliciter de cette première session parce qu'on avait voulu avec Philippe faire un peu le tour des problématiques sur des sujets différents et s'éloigner des problèmes franco-français. Et les orateurs et oratrices précédentes ont parfaitement réussi. Charge à moi d'essayer de faire la même chose. Alors quand on parle de disparité en matière de prise en charge, en matière de chirurgie, il y a une disparité extraordinaire. C'est la prise en charge chirurgicale des femmes à haut risque de cancer du sein. Tout le monde a parlé du risque, donc juste pour vous dire, je vais m'intéresser ici uniquement aux femmes qui ont un risque très élevé selon l'INCa, c'est-à-dire uniquement aux femmes porteuses d'une mutation BRCA1, BRCA2 et autres prédispositions au cancer du sein. Si on se base sur les recommandations, on en a 3. L'INCa qui dit « Chez les femmes mutées indemnes, la mastectomie prophylactique doit faire partie des propositions de traitement ». Le NICE qui est plus restrictif et qui dit la mastectomie bilatérale est justifiée uniquement pour une faible proportion des femmes à risque, et le NCCN qui est beaucoup plus large et qui dit la mastectomie bilatérale doit être considérée chez les patientes porteuses d'une mutation ou d'une histoire familiale lourde. Et c'est sûr qu'avec des recommandations aussi disparates, la réalité du terrain, c'est qu'on ne sait pas très bien ce qu'on va faire et ce qu'on peut faire. Pourtant, on parle tous des mêmes certitudes. Chez une femme à haut risque mutée, la mastectomie bilatérale va éviter le cancer du sein, à 3 ou 5% près, va surtout éviter les traitements, et c'est Suzette avec qui on discutait un jour des bénéfices de la mastectomie prophylactique, qui me disait « Mais Krishna, elles n'auront pas de chimio, ces patientes. On va leur éviter le traitement. » L'angoisse va diminuer, il n'y a plus cette sensation d'épée de Damoclès que toutes nos patientes décrivent. Par contre, ce qui est plus discutable, c'est les bénéfices en survie et la qualité de vie. Bénéfices en survie, je veux juste citer cette étude récente qui explique peut-être pourquoi on a des difficultés à mettre en évidence un bénéfice en survie. C'est l'équipe hollandaise qui a 3000 femmes mutées suivies 10 ans, 3000 femmes mutées, à peu près la moitié BRCA1, BRCA2, et 30 à 40% de ces femmes mutées vont avoir une mastectomie prophylactique. On effondre le taux de cancer du sein, évidemment, à 10 ans. La mortalité spécifique par cancer n'est pas modifiée pour l'RBRCA2, elle est légèrement modifiée pour l'RBRCA1 et c'est significatif compte tenu du nombre de patientes. Et la projection à 65 ans de ce bénéfice observé à 10 ans tend à faire penser qu'on aurait un bénéfice en survie pour les BRCA1 seulement à une mastectomie prophylactique, alors qu'on n'aurait aucun bénéfice en survie pour les BRCA2. C'est la seule étude qui montre un bénéfice en survie sur les BRCA1 et qui explique peut-être, quand on mélange les BRCA1 et les BRCA2 et quand on n'attend pas 10 ans, qu'on n'a pas de bénéfice en survie observé. Je passe sur le point de la survie pour parler de la qualité de vie. Alors, on a eu une très belle session de chirurgie ce matin où tout le monde montre les bons résultats de mastectomie prophylactique avec RMI. Et si on montre ça dans des réunions multidisciplinaires et dans des congrès multidisciplinaires, vous allez avoir tendance à penser que finalement, c'est pas mal la chirurgie prophylactique parce que ça laisse peu de traces. Que nenni, c'est faux. C'est faux, pourquoi? Parce que si vous observez, si vous regardez toutes les séries qui regardent les complications, et on est très nombreux à publier les complications, tout le monde est d'accord pour dire que 20% de patientes ont une complication, dont 5 à 10%, et je vous en ai montré 2 qui ont des complications dramatiques qui aboutissent à une dépose de prothèse. Donc ne croyez pas les plasticiens, ne croyez pas les chirurgiens, regardez les chiffres. La mastectomie prophylactique aboutit à 2 à 15% d'échecs, 20 à 40% de mauvais résultats au long cours, très mal évalués. Ces femmes n'ont pas de cancer, elles ne sont pas suivies au long cours, on dispose de très peu de chiffres. Ce qui a amené à une méta-analyse, une revue Cochrane en 2019 sur les bénéfices de la mastectomie prophylactique qui collige 60 études, 15 000 femmes, et qui confirme premièrement que l'élément le plus important en termes de réduction de la mortalité, c'est évidemment l'annexectomie, que le bénéfice de la mastectomie est plus incertain, mais qu'à 6 mois, et vous voyez qu'on a très peu de résultats à 3 ou 4 ans, la morbidité de cette chirurgie est constante, les résultats esthétiques sont inconstants. Je vous ai parlé des complications, mais il y a un effondrement de l'anxiété. 80% des patientes sont satisfaites de la décision. Et les auteurs ont cette phrase que j'ai retenue qui est qu'elles ont une vie psychique améliorée au prix d'une vie physique parfois altérée. Et les conclusions de cette Cochrane, ça a été de dire qu'il y a probablement une surestimation du bénéfice et un surtraitement, en tout cas pour certaines patientes,
et que les femmes devraient être parfaitement informées de leurs risques personnels avant d'envisager cette chirurgie. C'est tout le problème de la sur- ou de la sous-évaluation du risque pour ces patientes, avec des patientes parfois extrêmement angoissées, qui surévaluent leur risque, à l'inverse d'autres qui le sous-évaluent, et pour lesquelles ces patientes ont comme essentiel recours le chirurgien. Et là, il y a éventuellement un glissement progressif des indications, et on va voir ça tout à l'heure. J'utilise ce tableau à toutes mes consultations de chirurgie préventive. Et je crois que vous le connaissez tous. Si vous dites à une patiente que son risque de cancer du sein dans sa vie est de 60 à 70 ans, évidemment, vous allez la pousser à une chirurgie. Mais si vous lui dites que son risque annuel est de 1 à 2%, 3% en fonction des décades, vous allez permettre à cette patiente de mesurer son risque, de patienter pour cette décision, de prendre plusieurs avis et de bien peser le pour, le contre. Donc la consultation de chirurgie prophylactique doit rappeler le risque, et pas le risque cumulé, mais le risque annuel. Ça donne quoi en taux? Je viens de vous parler pendant 5 minutes de tout ce qu'on partage comme données. Et pourtant, voilà les taux de mastectomie prophylactique sur 6 séries, dont une série française. Toutes ces séries sont unicentriques, sauf l'étude française, et vous voyez que le taux de mastectomie chez les mutés passe de 7% à 80% pour cette étude de nos amis cow-boys du Texas, et je reviendrai sur cette étude. Donc une disparité extraordinaire qui est bien le problème de ce congrès. Nous avons les mêmes données scientifiques, pourtant nos actions sont extrêmement différentes. Les deux extrêmes que j'ai retrouvés, c'est la série française, coordonnée par Catherine Doguès, et la série, je ne me souviens plus de quelle ville du Texas, mais ça va me revenir. Extraordinaire, on dirait Tintin, 7 à 79%. Pourquoi tant de différences? J'ai relevé 4 explications. La première, disparité par pays. On l'a vu pour le dépistage, c'est vrai pour la chirurgie. Disparité liée au temps, le temps qui passe entre le moment où la patiente a son diagnostic et où on va mesurer l'incidence de mastectomie prophylactique. Disparité liée aux patientes, et évidemment, ça ne devrait peut-être pas être le cas, disparité liée aux médecins. Si vous regardez la variation par pays, je voudrais partager cette étude de Metcalfe qui a analysé 3000 femmes mutées sur 7 ou 8 pays. La cohorte française était tellement petite que je ne l'ai pas fait figurer ici. Et vous voyez que les taux de mastectomie prophylactique chez des patientes mutées varient de 36% à 2%. J'insiste sur 2 éléments. D'abord, ce ne sont pas des taux nationaux, ce sont les taux des équipes qui rentrent dans cette publication. Donc ce sont le taux d'équipes ultra spécialisées dans la prise en charge de femmes mutées. Deuxièmement, 50% de ces femmes ont eu un cancer du sein, ce qui va pousser, lorsqu'elles ont une mutation diagnostiquée éventuellement après, à une mastectomie prophylactique. Mais si vous suivez cette étude de Metcalfe qui republie avec plus de patientes et plus de recul 6000 patientes avec un suivi de 7 ans, toujours 50% de cancer du sein, vous voyez que les taux augmentent. On est passé de 18% de mastectomie prophylactique à 28%, et certains pays retrouvent les taux des équipes nord-américaines, certains restant avec moins de 5%. J'insiste, il ne faut pas dire que les Américains font 50% de mastectomie prophylactique, il faut dire que dans les équipes spécialisées qui ont publié dans cette série multicentrique, le taux était de 50%. Deuxième élément, les disparités liées à la patiente. 3 études qui convergent avec exactement les mêmes résultats. Il y a plus de mastectomie prophylactique chez les femmes qui ont un antécédent au premier degré, mais aussi chez les femmes qui ont 1 ou plusieurs enfants, chez les femmes qui ont eu une biopsie pour une lésion bénigne, et études nord-américaines, études supérieures et milieux socio-économiques favorisent la décision de mastectomie prophylactique, avec ici l'annexectomie qui rentre en ligne de compte. Les femmes qui acceptent l'annexectomie acceptent plus facilement la mastectomie prophylactique. Elles sont préoccupées par leurs risques et elles utilisent tous les outils à leur disposition. Dernière étude, 500 patientes, 31% de mastectomie prophylactique qui montre exactement la même chose et qui donc antécédent familial,
multiparité, vie familiale. Les femmes qui ont plusieurs enfants, une vie familiale établie, ont plus tendance à se faire enlever les seins que les femmes qui ne sont pas dans cette situation. Et là, pour la première fois, les BRCA1 se font plus opérer que les BRCA2. Donc si vous devez retenir 5 facteurs liés aux femmes mutées qui font que celles-ci vont opter pour une mastectomie prophylactique, leur situation familiale, leur antécédent direct, mère ou sœur cancer du sein, la décision d'annexectomie prophylactique préalable et une mutation BRCA1 font que ce sont ces patientes qui vont plus facilement demander une mastectomie prophylactique que les autres. Et enfin, 2 dernières diapos sur les disparités liées aux médecins. Et évidemment, ces diapos nous préoccupent au premier plan. La première, qui mesure la proposition de mastectomie prophylactique en fonction de la spécialité et des pays. Études européennes, 2000 médecins, 1200 généralistes, 900 chirurgiens sénologues, qui montrent que les généralistes sont moins favorables à la mastectomie prophylactique que les chirurgiens, et que les Français et les Allemands sont moins favorables que les Hollandais et les Anglais. Et de fait, quand vous regardez les séries anglaises et les séries hollandaises, ce sont les séries où les taux de mastectomie prophylactique sont les plus élevés en Europe. Point important, sur ces 2 dernières diapos, celle-ci et la suivante, on parle de mastectomie prophylactique pour des femmes à risque et plus uniquement pour des femmes mutées. Et puis celle-là, je l'adore, parce qu'en fait, elle fait écho à une conversation que j'avais eue avec un de nos amis, Suzette, qui travaille dans un centre que tu connais très bien et qui avait une grosse habitude des mastectomies prophylactiques et qui était plasticien. Et il y a 10 ans, je lui disais, parmi mes consultations, celles qui sont les plus difficiles, c'est les consultations préopératoires d'évaluation du risque pour des femmes mutées, indemnes de cancer, qui envisagent une mastectomie prophylactique. Et il m'avait répondu, mais pourquoi tu t'emmerdes? Si elles arrivent jusqu'à toi, c'est parce qu'elles veulent se faire opérer, et donc il faut les opérer. Et en fait, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce qu'on sait très bien que cette consultation préopératoire, qui chez nous est toujours double, donc elle voit 2 fois le chirurgien après avoir vu les généticiens et les autres membres du parcours de soins, elle peut changer les choses. Et si vous regardez en fonction de la spécialité dans cette étude du Maryland, 1500 chirurgiens à qui on pose la question: est-ce que la mastectomie prophylactique a un rôle chez les femmes à risque? Et je rappelle que dans femmes à risque, dans ces 2 derniers papiers, ce ne sont pas des femmes mutées obligatoirement, ce sont des femmes pour lesquelles le risque est supérieur à la population générale. Eh bien, 40% des chirurgiens gynécologues pensent que la mastectomie prophylactique a un rôle. 50% des chirurgiens généralistes pensent que la chirurgie prophylactique a un rôle. Et dans le Maryland, et peut-être aux États-Unis, 85% des plasticiens pensent que la mastectomie a un rôle. Je ne pense pas que ceci soit lié aux honoraires de la mastectomie prophylactique dans l'État du Maryland, qui va de 25 000 $ à 80 000 $, mais on peut néanmoins se poser la question. On arrive aux limites de cette discussion. Quelles sont les limites? On a 79% de chirurgie prophylactique dans cette équipe. Ça y est, je me souviens, Nashville, Tennessee, le pays de la country. Donc, à Nashville, Tennessee, dans cette série, ils avaient 80% de mastectomie prophylactique chez leurs patientes mutées. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils font aussi des mastectomies prophylactiques très largement pour les tchèques ATM. Or, il n'y a pas de recommandation de mastectomie prophylactique pour les tchèques ATM systématiques. Et si dans la même équipe, on s'intéresse à l'annexectomie prophylactique, dans le même papier, ils font 30 à 40% d'annexectomie prophylactique pour les PAL B2 et les tchèques ATM. Or, il n'y a pas de recommandation d'annexectomie prophylactique dans les PAL B2 et les tchèques ATM. Et c'est formidable parce que ce papier, qui, je rappelle, a le taux le plus élevé au monde de mastectomie prophylactique, conclut en disant « Notre étude suggère éventuellement un surtraitement pour certaines patientes et met le doigt sur le tremendous need, l'absolue nécessité de mesurer le risque avant de proposer un management chirurgical. » C'est un bon exemple de disparité, Philippe, parce qu'on part tous des mêmes données. On sait tous que la mastectomie prophylactique chez les femmes mutées effondre le risque de cancer, évite les traitements, réduit le risque de décès, probablement surtout chez les BRCA1, réduit l'anxiété, au prix de séquelles, au prix de morbidité, peut évaluer, je vais y revenir, et je retiens cette phrase,
On va proposer à ces femmes une vie psychique améliorée, sans cancer du sein, au prix parfois d'une vie physique altérée. Il reste de très nombreuses inconnues. Je rappelle un élément, ces femmes n'ont pas de cancer, elles ne sont pas suivies, elles ne rentrent pas dans des cohortes, on ne sait pas ce qu'elles deviennent. On a une immense disparité des pratiques, on en a vu les causes, certaines. Il y en a 2 sur lesquelles on peut jouer. La mauvaise évaluation du risque par les patientes et la mauvaise évaluation du risque par certains des médecins qui les prennent en charge, et les chirurgiens qui opèrent ces patientes doivent être en mesure de ramener la discussion sur le risque. Et enfin, le deuxième point qui est extraordinaire, c'est qu'on n'a aucun suivi. J'ai appelé la caisse d'assurance maladie en préparant ce dossier, et je leur ai demandé est-ce qu'on peut suivre les mastectomies prophylactiques. Ils nous ont dit c'est totalement impossible, on n'a aucune donnée. Pourquoi ? Parce qu'elles n'ont pas de cancer et qu'on ne sait pas pourquoi elles ont une mastectomie. On n'a aucun suivi au long cours des patientes qui ont une mastectomie prophylactique, toujours pour les mêmes raisons. Elles n'ont pas de cancer, elles ne sont pas suivies, elles repartent dans la nature. Conseil d'administration, président, société, on a du travail sur ce sujet et je serais ravi de m'en occuper avec vous. Merci Krishna, fantastique topo. Juste un tout petit truc pour PAL B2, l'annexectomie maintenant, elle est recommandée. Donc ils ont raison à Nashville. Les check-2 et ATM, oublie. Et j'ai juste une petite question provocante en regardant tes diapos, j'avais jamais fait attention au taux de mastectomie prophylactique si bas en Pologne. Et donc je pense qu'il y a des raisons d'accès à la chirurgie plastique. Mais je me posais la question, est-ce que les raisons Non, parce que ce n'est pas lié à la reconstruction. C'est des mastectomies sans reconstruction parfois. D'accord. Est-ce que les raisons religieuses ont déjà été identifiées dans toutes les études que tu as vues ? Je ne sais pas, mais je rappelle quand même que dans la seule étude française, mais peut-être qu'on va me corriger, qui est l'étude de Catherine Noguès, on était en France à 7% chez les femmes mutées, mais c'était une série de 100 patientes, si ma mémoire est bonne, avec un suivi de 7 ans. Donc, on n'a pas ces chiffres. En France, j'ai appelé 3 ou 4 généticiens, certains sont dans la salle, on n'a pas les chiffres. On ne sait pas combien de femmes mutées ont une mastectomie prophylactique. On le sait par centre, mais on ne le sait pas au niveau national. On a une cohorte prospective. Combien vous avez ? Non, je dirais il y a une cohorte nationale prospective, Genepso, etc. Oui, c'est Genepso, le papier c'est Genepso. Ouais. Alors, des questions ? Alors, on a des questions dans le chat, alors plus sur la reconstruction et notamment l'évaluation du droit d'être à plat par rapport à la RMI. Le droit d'être à plat, ça s'appelle une mastectomie. Il y a un courant nord-américain extrêmement puissant qui arrive en France et on reçoit très régulièrement, quand on parle de reconstruction, cette volonté du droit d'être à plat. Je ne peux dire qu'une chose. On voit très peu de patientes qui viennent nous voir pour une mastectomie prophylactique et qui disent « je veux être plate ». Si elles venaient et si elles nous demandaient d'être plates, on gagnerait 2h30 d'intervention et 30% de complications. Donc, welcome. Mais on ne les voit pas. C'est plus en thérapeutique, oui. C'est plus en thérapeutique. En prophylactique, on ne les voit pas. On a une question sur l'âge de la mastectomie prophylactique. Que répondez-vous à une demande de mastectomie prophylactique chez une patiente porteuse de mutation âgée de 65 ans et plus ? Alors, on a des très bonnes données là-dessus. Le risque résiduel de cancer du sein chez les femmes BRCA1, BRCA2 au-delà de 65 ans et pour les 10 ans qui viennent est inférieur à 20%. Donc, on leur donne ce chiffre et avec ces 20%, elles décident si ce chiffre vaut le chemin de la mastectomie prophylactique avec ou sans reconstruction. On a des chiffres en fonction de la décade. Donc, c'est tout le problème d'annoncer à une femme de 30 ans qu'elle a 70% de risque de faire un cancer du sein ou de lui annoncer qu'elle a 1,5% dans l'année qui vient. Donc, en fonction des décades, on peut donner des chiffres. Et c'est pour ça que cette chirurgie, à mon avis, doit être faite par des gens qui peuvent donner ces chiffres aux patientes en face d'eux. Ce n'est pas bon pour se faire enlever les 2 seins. Alors après, on a une question-remarque sur le terme de mastectomie prophylactique. Est-ce que le terme de mastectomie de réduction de risque ne serait pas plus adapté Alors ça, c'est une notion médico-légale qui nous vient des États-Unis. Ça s'est toujours appelé mastectomie prophylactique. Et on a observé ensuite qu'on avait 3 à 5% de cancer lifetime après ces mastectomies. Donc les Américains et leurs avocats ont proposé qu'on ne parle plus de mastectomie prophylactique, mais mastectomie de réduction du risque, ce qui les dédouane un certain
un petit peu de ce risque. Je trouve que c'est une mauvaise façon de voir les choses, parce que si on commence à dire qu'on réduit le risque, on n'a plus qu'à enlever la moitié du sein et on va réduire peut-être le risque. Donc c'est volontairement que je parle de mastectomie prophylactique, pour avoir le risque minimum avec la chirurgie la plus efficace possible. On voit des mastectomies prophylactiques avec des prothèses et on les passe en IRM et elles ont de la glande comme ça. C'est une chirurgie de réduction du risque qui ne devrait pas exister. Puis, il y a une dernière question sur le chat. Comment expliquez-vous l'absence d'impact sur la survie chez les patients de BRCA2 ? Alors, probablement parce que la plupart du temps, ce sont des cancers luminaux A qui sont dépistés par IRM parce qu'elles rentrent dans des programmes d'IRM, donc ils sont moins de 10 mm. Et un cancer luminal A de moins de 10 mm, sauf chez les femmes très jeunes, ça n'impacte probablement que très peu la survie. Et on voit qu'à 10 ans, ça ne l'impacte pas dans l'étude hollandaise. Il n'en est pas de même pour les BRCA1, parce qu'on a 2 ou 3 bons papiers qui montrent que chez les BRCA1 qui se font suivre et chez qui on dépiste un cancer du sein, on a 70% de triples négatifs, et dans ces triples négatifs, on a 30% de décès à 10 ans. Donc il y a certainement une différence qui correspond à la biologie des tumeurs qu'on dépiste. Bravo, merci beaucoup. Merci Krishna, merci à tous.